Bonjour, c'est l'Instant T, votre rendez-vous quotidien avec l'actu. Focus ce mardi sur la bande dessinée Le Cheval d'Orgueil, sorti fin 2015. L'adaptation du chef-d'œuvre de Pierre-Jacques Asselias est un énorme succès en librairie. Aujourd'hui, nous recevons le scénariste du Cheval d'Orgueil. Bonjour Bertrand Galli. Bonjour. Et puis comme chaque mardi, nous mettons un coup de projecteur sur un projet breton qui a besoin de vous pour se réaliser. Bonjour Alexandre Duprat. Bonjour Pauline. Alors vous nous parlerez de votre projet de terrain multisport à Plonnéour-Lanverne. Et oui, on ne quitte pas le pays bigoudin, hein, décidément aujourd'hui. Ce sera en fin d'émission dans l'instant coup de pouce. Enfin, Frédéric Lorenzon est avec nous. Bonjour Frédéric. Bonjour Pauline. Dans un instant, vous nous parlez des moyens déployés par les communes finistériennes pour attirer de nouveaux habitants. Mais tout d'abord, un mot d'agriculture. À l'image de la filière porcine, la filière lait connaît une crise sans précédent depuis l'arrêt des quotas laitiers en avril dernier. Comment se traduit cette crise au quotidien pour les agriculteurs, pour les éleveurs? Exemple dans une exploitation de Plonnéour-Lanverne avec Christophe Boucher. 300 € les 1000 litres, c'est le prix moyen du lait payé actuellement aux producteurs. Depuis l'arrêt des quotas laitiers en avril 2015 et la volatilité des prix liés à un marché mondialisé, les agriculteurs produisent à perte. Il leur manque 40 € aux 1000 litres. Daniel Jaouen est installé à Plonnéour-Lanverne. Son pouvoir d'achat a baissé depuis son installation dans les années 80. Il y a 30 ans, nous avions 250 €, équivalent euro. Je pense qu'un peu plus d'1 euro, 1,5 € par an de hausse sur 1000 litres de lait, c'est pas tenable à terme. Donc il nous faut sûrement à terme viser un prix bien plus élevé, et ce qui est tout à fait justifié d'ailleurs quand on sait les investissements que représente la production laitière. Dans quelques années, il passera le flambeau à son fils, mais aujourd'hui, sur son exploitation, c'est le statu quo. Il est urgent d'attendre. Il y a un moment où les dépenses sont bien supérieures aux recettes. Et nous sommes pour la majorité des éleveurs aujourd'hui dans ce cas-là, encore plus peut-être pour les jeunes investisseurs qui se sont installés récemment, qui ont construit ou aménagé des bâtiments. Et là, effectivement, la situation est préoccupante. On est en position d'attente, en fait. Investir aujourd'hui, ça voudrait dire faire une nouvelle étable, une nouvelle salle de traite. Et aujourd'hui, c'est pas l'heure du jour d'aller mettre sur la table 300 000 ou 400 000 €. L'inquiétude est palpable dans le milieu agricole. Les 6 réunions organisées par la Chambre d'agriculture du Finistère sur la stratégie à adopter face à des marchés volatiles le démontrent. Avec l'arrêt des quotas, une augmentation des volumes produits semble alléchante, une fausse bonne idée pour André Sergent. Produire beaucoup, si à chaque litre ou chaque kilo, on ne le fait pas bien, ça ne fonctionne pas. Et à partir de là, il faut trouver l'équilibre justement entre l'efficience pour produire chaque litre et le volume. Et c'est là que chacun, en son âme et conscience, dans son exploitation, fait ses propres choix. Dans les années à venir, lorsque les cours seront à la hausse, les agriculteurs devront aussi économiser de l'argent pour pallier les futures fluctuations d'un marché mondialisé. La crise agricole qui reste donc l'un des dossiers prioritaires en Bretagne. Ce matin, le préfet de région faisait un point sur cette année à venir. Alors, entre l'état d'urgence et le dossier épineux de Notre-Dame-des-Landes, 2016 s'annonce à l'image de 2015 éprouvante pour la Bretagne. Plus d'explications avec Sandra Douceret de TVR 35. L'état d'urgence se poursuit en Bretagne comme partout en France. 4 personnes sont toujours assignées à résidence, dont un enseignant soupçonné de radicalisation. Si la Bretagne n'est pas la région la plus exposée au terrorisme, il n'empêche que de vastes opérations ont été menées depuis le 13 novembre. Sur l'ensemble de la Bretagne, 107 perquisitions ont été prescrites depuis le mois de novembre. Ces 107 perquisitions ont débouché sur des affaires judiciaires, détention d'armes, affaires de stupéfiants, présence d'étrangers en situation irrégulière. Deuxième point évoqué ce matin, celui de la construction de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Après les manifestations des opposants au projet ces derniers jours à Nantes, le rassemblement prévu à Rennes samedi prochain se profile discrètement. La préfecture n'a toujours pas reçu de déclaration officielle de manifestation. Difficile donc d'envisager le dispositif de sécurité adapté. Je rappelle que toute manifestation sur la voie publique doit être déclarée auprès de la préfecture, le trajet, les mesures de sécurité prises par l'organisateur. Et donc c'est au vu de cette déclaration que je verrai quel est le dispositif de sécurité qui sera mis en place pour éviter les débordements. Un autre dossier se poursuit en 2016,
celui de la fermeture du passage à niveau de Saint-Médard-sur-Île, où une collision entre un TER et un camion avait fait 3 morts et 45 blessés en 2011. En remplacement, un viaduc de 240 mètres devrait être construit au nord du passage, ainsi qu'une passerelle pour les piétons et cyclistes. Une seule condition, que toutes les parties prenantes signent le protocole d'engagement. Ce projet, qui devrait voir le jour d'ici 4 ans, est estimé à 12 millions d'euros. Et concernant l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, des manifestations de soutien aux zadistes sont prévues dans le Finistère ce mercredi, dès 6h30 du matin au port de Brest devant le tribunal d'instance et dès 7h30 du matin à Quimper devant le palais de justice. Le cargo turc Ocean Jasper sera mis en vente aux enchères le 26 avril prochain. Le prix du navire, impliqué dans le naufrage mortel du Socalik le 17 août 2007, est fixé à 100 000 euros. Si le bateau ne trouve pas preneur ce jour-là, une nouvelle vente aura lieu avec une décote de 25%. L'affaire du Socalik sera quant à elle jugée en appel ce jeudi à Rennes. Combien d'habitants y a-t-il dans votre commune? En ce mois de janvier, un incontournable dans les discours de vœux de Monsieur le maire, le bilan démographique. Frédéric, vous avez rencontré des élus pour savoir comment les communes géraient leur population. Oui, l'INSEE a communiqué les résultats des recensements sur la période 2008-2013. En Bretagne, la population est donc de 3 258 707 habitants et dans le Finistère, 903 921. Alors si certaines communes progressent, donc gagnent des habitants, d'autres stagnent, voire perdent des habitants et ça a des conséquences importantes. On va voir ça avec un exemple dans le pays d'Iroise avec Brest et Milizac. 2016 a livré ses premiers chiffres, ceux de la démographie bretonne. Dans le Finistère, la championne c'est Milizac aux portes de Brest, plus 3% de population entre 2008 et 2013. Une augmentation grâce à ce type de lotissement. Ici, 115 maisons ont poussé en l'espace de 5 ans. En même temps, il y a eu la baisse dans les autres logements puisqu'on a le desserrement des couples, les divorces et autres désagréments de la vie. On va arriver à 2,40 par logement, voire 2,20 et on nous prédit 2 en 2040. La commune à 15 minutes de Brest séduit de nombreux couples qui souhaitent construire. Milizac a atteint 3426 habitants, un objectif que s'était fixé la commune dès 2001. À l'époque, la population baissait légèrement. Je crois que lorsque les habitants, les nouvelles habitations viennent sur le territoire, elles participent aussi via la taxe d'habitation, taxe foncière sur le bâti, elles apportent leur écho à la commune et c'est grâce à ces nouvelles taxes que l'on peut aussi financer ces équipements. Autre situation à Brest. La ville-centre perdait 800 habitants par an depuis 1975. Avec moins 0,4% ces 5 dernières années, l'hémorragie se résorbe doucement. La municipalité a réagi et entrepris la construction de nombreux logements. On a 15% de permis de construire en plus par rapport à l'année dernière, donc ce qui montre bien qu'il y a une dynamique qui est en train de se recréer. Mais c'est vrai qu'au moment où l'immobilier allait plutôt bien au début des années 2000, on a peut-être été un peu lent à réagir et à faire cette production qui, quelques années plus tard, conduit à une augmentation de la population. Brest cherche donc à densifier le cœur de ville, mais aussi à ouvrir de nouveaux espaces, comme ce nouveau quartier de Messiwal. Brest est-elle condamnée encore plusieurs années à perdre des habitants au profit des communes périphériques? Pour ce spécialiste, il faut surtout regarder l'évolution du pays de Brest, qui s'étend jusqu'à Landerneau. Le pays de Brest est en réalité une ville invisible. Lorsqu'on regarde comment cela fonctionne, comment s'opèrent les déplacements même au sein du pays, eh bien, on s'aperçoit qu'on a des façons d'être et de se comporter qui sont beaucoup plus proches de ceux d'une ville. Les plans locaux de l'urbanisme se font au niveau des intercommunalités. C'est sans doute une échelle trop modeste car les problèmes se posent au niveau du pays. Avec bientôt 400 000 habitants, pour gagner encore en attractivité, les communes et la métropole brestoise doivent se coordonner pour répartir au mieux les activités et séduire les populations, le tout dans un environnement préservé. Alors Frédéric, dans votre reportage, on a vraiment l'impression qu'il y a une compétition entre les communes rurales et les villes. Entre les rats des villes et les rats des champs, ouais. Non, en fait, les élus du pays de Brest s'en défendent, mais il faut quand même observer que les villes-centres, donc les principales agglomérations, on peut citer Concarneau, Carhaix, Châteaulin, Morlaix,
perdent des habitants au profit donc de ces communes qui sont juste à côté, juste en périphérie de ces centres bien connus. Comment on peut expliquer ce phénomène? Alors il y a l'envie de chacun d'avoir son petit bout de terrain, ce que les villes évidemment ont du mal à offrir, faute de place. Donc on l'a vu, Brest densifie, c'est-à-dire démolit certaines maisons dans le centre-ville ou des petits immeubles pour en construire des plus importants. Mais il y a aussi des parcelles qui restent quand même libres, mais elles sont en nombre restreint. Plusieurs programmes sont quand même en cours en ce moment à Brest. Alors il y a aussi le phénomène de desserrement. De quoi il s'agit exactement? Alors oui, le maire de Milizac le disait, c'est le nombre de personnes dans un foyer. Alors encore autour de 3 personnes par foyer il y a près de 40 ans. Désormais, c'est plutôt 2,2 et on annonce très prochainement 2 en moyenne en France. C'est déjà le cas dans certaines villes. Il n'y a plus que 2 personnes par logement en moyenne dans les villes. Donc ça, c'est à cause des divorces, des familles qui se réduisent. Voilà, et donc, conséquence, par exemple à Milizac, il fallait construire 15 logements par an pour maintenir la population, et maintenant, avec la baisse du nombre de personnes par foyer, il faut plutôt construire 25 à 28 logements par an pour maintenir, rien que pour maintenir la population. En ville, le desserrement a une influence aussi sur l'offre et la demande. Il y a de grandes surfaces, des grands appartements occupés par parfois une seule personne vieillissante et conséquence, les familles avec enfants se tournent plutôt vers les extérieurs des villes pour trouver des mètres carrés et des surfaces suffisantes pour se loger. En tous les cas, Frédéric, si on veut connaître la population de sa commune, c'est possible grâce à Dataspot. Ouais, on l'a vu en image dans le reportage. Donc, c'est une partie du site internet, notamment du Télégramme, qui permet de visualiser des cartes. Et puis, quand on clique sur la commune, on a la fiche avec les différentes années de recensement. Donc, ça permet de voir si votre commune gagne ou perd des habitants. À retrouver donc sur letélégramme.fr/dataspot. Merci beaucoup, Frédéric. Allez, il est temps de rejoindre le pays Bigoudin avec l'adaptation en bande dessinée du Cheval d'Orgueil de Père Jaquès-Elias. Bertrand Gallic, vous êtes donc le scénariste de la bande dessinée Le Cheval d'Orgueil. Les dessins sont de Marc Lisano, donc avec qui vous avez travaillé. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un recueil de souvenirs de l'enfance de l'auteur Pierre Jaquès-Elias, né à Poudreuzic en 1914. C'est donc une fresque de la Bretagne paysanne du début du XXe siècle. Alors pourquoi cette envie, Bertrand Gallic, d'adapter ce chef-d'œuvre de Pierre Jaquès-Elias? C'est un livre qui m'a beaucoup marqué dès le moment de ma lecture, en fait, de la première lecture. Je l'ai lu, j'avais 17 ou 18 ans, je vivais chez mes grands-parents à l'époque, et je pense que d'ailleurs que le fait d'être chez mes grands-parents à ce moment-là a pu participer il s'est passé quelque chose. Est-ce que c'est une histoire de grand-père et de son petit-fils? Il y a vraiment ce lien. J'ai un grand-père qui aime encore raconter beaucoup les histoires, donc j'ai pu me retrouver sur certains points. Et vous n'êtes pas bigoudin? Je ne suis pas bigoudin, non. Mais vous vous retrouviez quand même dans... Oui. Dans les histoires de votre grand-père. Alors, la BD, est-ce que cette BD elle peut permettre de séduire un public qui n'aurait pas eu coup de cœur ou lu comme vous cette œuvre de Pierre Jaquès-Elias, sortie en 1975? Oui. Je pense que oui, puisque ce livre véhicule des messages que je vais qualifier d'universels, très humanistes. Il est question de transmission, des apprentissages, de comment grandir avec les autres. Si on devait résumer, c'est apprendre, c'est grandir. Pour moi, c'est le message essentiel du Cheval d'Orgueil. Et ça, c'est un truc qui est universel, à mon sens. Vous avez, le livre a été validé, entre guillemets, par les descendants de l'auteur? Oui, on devait de toute façon les contacter pour avoir des autorisations. Claudette Elias et Ifik Elias, les 2 enfants de Père Jaquès-Elias, nous ont donné leur accord. Ils ont même reçu le projet avec enthousiasme, bienveillance. Et voilà, ça a pu se faire aussi grâce à eux. Ils avaient le sentiment que ça pouvait renouveler aussi l'intérêt pour le livre. Ça a fait un peu la même question que tout à l'heure. Mais... Peut-être bien, mais en tout cas on était en terrain favorable dans la mesure où le fils de Claudette Elias, donc le petit-fils de Père Jaquès-Elias, est lui-même auteur de bande dessinée. Il s'appelle Malo Carfrieden. Il est sensible déjà sur ce support. Voilà, ce média, ce support de la bande dessinée. Qu'est-ce qui est le plus difficile quand on adapte en BD une œuvre majeure telle que Le Cheval d'Orgueil? Vous avez dû faire le choix parmi quand même ces 600 pages dans le roman original? Ouais, ça a dû être le plus compliqué pour moi, de trier, de sélectionner les scènes les plus marquantes, les plus symboliques,
Et puis, enfin, il y avait une autre difficulté qui était de... faire une saga, quoi. Non, On je pense attend un qu'un one deuxième. shot était vraiment le bon format. Non, ce que j'allais dire, c'est que il n'y a pas de... Enfin, Le Cheval d'Orgueil n'est pas un roman. Il n'y a pas de trame, il n'y a pas d'intrigue. Et ça a été une autre difficulté pour moi d'introduire de l'intrigue et une trame. Et j'ai fait le choix de la chronologie, puisque l'album commence en 1913 avec le mariage des parents de Père Jacques Célias et se termine en 1936, qui est l'année des premiers congés payés, le Front populaire. Et donc l'arrivée des premiers touristes, souvent venant de Paris, sur les plages bigoudines. Et voilà, et ça a marqué les gens forcément, du Finistère Sud. Alors plein de répliques étonnantes, de répliques presque cultes, comme dans La guerre des boutons, par exemple. C'est vrai que ça fait penser à ce genre d'univers. Moi, ma préférée, c'est le grand-père qui dit dans le bistrot: Gast, si on introduisait un tel breuvage dans le derrière d'un chien, la pauvre bête ferait le tour de la terre en aboyant de douleur. Donc dit le grand-père au bistrot en buvant un coup. Quelle est la vôtre de réplique la plus marquante, la plus typique? Plus que les effets comiques qui, c'est vrai, qui sont existants dans l'œuvre de Père Jacques Célias, mais ce qui m'a plus davantage, c'est l'aspect poétique, je dirais, de son écriture. Quand il parle... Ça se reflète peut-être pas dans la phrase que je viens de citer, Bertrand, c'est vrai. Je suis pas très poète. J'adore quand il parle des arbres, de la mer, des relations avec ses camarades ou avec ses grands-parents. C'est une histoire, je le disais, de grand-père et petit-fils, une histoire de transmission et de racines, avec cette cassure dans l'histoire autour de la langue bretonne. Quel rapport vous entretenez, vous, avec la langue bretonne, Bertrand? Je n'ai pas appris le breton à l'école, c'est un petit peu un regret. Mes filles, j'ai 2 filles, elles sont en classe bilingue, donc j'essaye peut-être de me rattraper comme ça. Claude Chabrol avait déjà adapté le livre d'Élias, c'était au cinéma en 1980, donc 5 ans après sa sortie. On va se regarder un petit extrait du Cheval d'Orgueil par Claude Chabrol, pardon. Heel Badodon, Kapostak, die Stagno, Omadoué, à Salopine, son de là, tout nu. Continue Stagno, la commission, Eric, ou passe les noms. Poison, adamai te raponei dungu baka gas. Est-ce que vous l'aviez vu, Bertrand Gallic, le film de Claude Chabrol? Je l'ai vu parce que je faisais l'adaptation, je ne l'ai pas vu en 1980. Voilà. J'étais bien trop jeune. Oui, voilà. Et il vous a aidé dans votre travail ou pas du tout? Pas spécialement, non, pas spécialement. Claude Chabrol lui-même disait que c'était pas son meilleur film. Oui. Je suis assez d'accord. Un mot sur les dessins. On n'a pas beaucoup parlé des dessins de Marc Lisano. Comment est-ce que vous l'avez choisi pour ce projet? Marc, je l'ai rencontré au Festival de l'Opéra il y a 4 ans. Et il y a d'abord eu une rencontre, on va dire, affective. On s'est bien aimé, on a beaucoup discuté. Et comment dire, son dessin, qui est pas du tout réaliste, à mon sens, collait bien donc au Cheval d'Orgueil. Justement, on en parlait tout à l'heure. Marc fait des personnages avec des grosses têtes, pleines, enfin pour moi, qui véhiculent beaucoup d'émotions. Et je voulais être un peu là-dedans, dans l'émotion et la poésie. Le comique un peu. Ouais. Mais oui, mais il y a tout ça. Dans tous les cas, ça passe bien. J'ai cru comprendre, Bertrand Gallic, que 2016 allait être riche en actualité pour vous, de plusieurs, après cette première BD, d'autres sont à venir, dont un petit mot sur cette histoire brestoise coécrite avec Chris, le scénariste brestois. Oui. Alors cet album a un titre provisoire qui est Nuit franquiste sur Brest. Elle se base sur des faits réels. Se déroulant en 1937. C'est l'histoire d'un sous-marin, un C2, qui vient se réfugier dans le port de Brest, un sous-marin républicain espagnol qui vient se réfugier dans le port de Brest, prétextant une avarie, pour en fait ne pas tomber entre les mains des franquistes, puisqu'on est en pleine guerre civile espagnole. Franco va monter un commando de barbouze, je vais dire ça comme ça, pour tenter de mettre la main sur ce sous-marin. Voilà, et bon, le coup de force rattrape, puisque à Brest, les milieux de gauche se soulèvent et réagissent, les anarchistes, aux communistes, enfin, les syndicalistes.
Et voilà, c'est une histoire, je vais dire un récit historique et un récit d'espionnage. À découvrir quand? Cet été, au printemps? Normalement fin août, début septembre. Bon, on en reparle à la rentrée sur Plateau TV, ou vous venez nous la présenter. Oui, avec grand plaisir. Avec Chris, bien sûr. Ouais. Merci beaucoup Bertrand Gallic. Donc je rappelle que votre BD, Le Cheval d'Orgueil, est disponible en librairie, en exposition aussi à Landerneau, à partir de ce week-end, et puis en rencontre avec vous. Chez Dialogue, samedi prochain. Notamment. Voilà, samedi, à la médiathèque Père Jacques Elias, justement. Tout de suite, on passe à l'instant coup de pouce. Alexandre Duprat, avec votre père, vous souhaitez créer une salle multisport en Pays Bigoudin, à Ploney-aux-Lanvernes plus exactement. Vous parlez d'un complexe sportif d'un nouveau genre. Alors qu'est-ce qu'il a de nouveau, ce projet? Alors ce projet, ce qui est intéressant, c'est que on peut pas y pratiquer par exemple juste une seule activité. Donc c'est un peu comme on peut dire une salle omnisport, sauf que c'est plus en forme de complexe avec des terrains montés en gazon synthétique, comme dans des cages à moitié. Et en fait, on peut y pratiquer selon ses envies. On peut pratiquer du foot, du badminton, du volley. Voilà, on voulait vraiment faire un endroit. Tout le monde peut venir, voilà, en fait. C'est ça, il n'y a pas de cours forcément réguliers. En fait, quand on va dans un club, on prend une cotisation, c'est à l'année, c'est des créneaux très réduits, très spéciaux. Et là, en fait, avec ce complexe, on peut venir quand on veut, quoi. Et ça n'existait pas encore dans le Finistère, voire dans le Pays Bigoudin, en fait, tous les cas. Dans le Finistère, il y a les soccer qui existent. Donc à Brest, je sais qu'il y en a 2. Donc c'est des salles de sport en salle. Voilà, mais uniquement au foot. J'ai dit quoi? Non, mais voilà, c'est uniquement du foot. Et en fait, nous, ce qu'on voulait faire, c'est vraiment regrouper plusieurs activités. Et par exemple, souvent, il y a des footeux peut-être qui veulent venir faire juste un badminton pour changer. Ils sont pas obligés de prendre une licence. D'accord. Ils réservent un créneau d'1 heure et ils viennent pratiquer l'activité qu'ils veulent. Alors c'est tout autant un lieu sportif qu'un lieu de rencontre, parce que j'ai cru comprendre que vous vouliez aussi intégrer un bar avec, par exemple, quand il y a des matchs de foot ou d'autres épreuves à la télévision, que les gens puissent se rassembler ici pour les regarder ensemble. Il y a quoi, cette volonté de créer un vrai lieu d'échange? Voilà, en fait, ce qu'on veut créer, c'est un endroit où on peut lier le sport et la convivialité en même temps. Par exemple, on pratique 1 heure et après, je sais pas, peut-être qu'on va refaire le match autour d'un verre sous forme dans un clubhouse, quoi, ce qui fait encore plus convivial plutôt qu'un bar. C'est vraiment un clubhouse. Et ce qu'on va essayer de faire aussi, c'est de diffuser des rencontres. Donc, par exemple, l'Euro 2016 arrive au mois de juin. Je sais que tous les footeux, voilà, ça peut être un endroit où on peut tous se retrouver et voilà, passer des directs qui sont diffusés sur des BO le week-end aussi, évidemment. Exactement. Au-delà des sports classiques comme le foot en salle justement ou le badminton, vous proposez aussi des activités originales comme le tennis-ballon ou le snook-ball. C'est quoi ces sports? Donc voilà, donc le tennis-ballon en fait, c'est tout simplement, c'est faut pas dire un court de tennis parce que c'est beaucoup plus petit, mais c'est un filet qui est au sol comme un filet de tennis et en fait on se fait des passes, on échange mais avec le pied et un ballon de foot. D'accord. Donc voilà, donc c'est tennis mais avec les pieds. Et le snookball? Le snookball en fait c'est un billard géant qui fait 6 mètres de long sur 3 mètres de large et en fait à la place des boules de billard, c'est des ballons de foot et on y joue avec les pieds. On monte dessus et on joue avec les pieds en fait et c'est les mêmes règles que le billard. Combien coûte ce projet? Alors, on a un budget d'un peu plus de 100 000 €. Et en ce moment, vous faites un appel aux dons. Ça se passe sur la plateforme de financement participatif kengo.bzh. Le premier objectif à atteindre, c'est 5 000 €. Donc pour l'instant, vous avez déjà récupéré 650 €. Il reste 61 jours donc pour atteindre ce premier palier de 5 000 €. Donc n'hésitez pas à aller financer tout ça sur kengo.bzh. Et puis vous espérez quand voir le projet se réaliser? Ce qu'on aimerait, c'est au mois de mai, justement avant l'Euro. Avant l'Euro, quoi. Et vous voulez reconvertir un lieu, c'est ça aussi, pour installer votre activité? C'est dans un lieu qui existe déjà. Ouais, voilà, c'est un bâtiment qui existe déjà et qu'on va louer en fait, et voilà. Et ce qu'on recherche aussi, c'est une personne, enfin un style de parrain. L'idéal serait qu'il soit reconnu dans le milieu du sport, pour un peu booster le projet. Avis aux célébrités sportives qui voudraient. Allez, merci beaucoup Alexandre, en tous les cas, on vous souhaite bon courage. Tout de suite, on passe au Focus Programme. Et ce mercredi à 18h30 sur TBO, retrouvez votre magazine Chemin de Traverse. Au programme, le château de Troinette à Langolin, les mani-guitares, le concours de cuisine Senior Chef et le portrait d'un marionnettiste à Gouénard. Petit extrait. Alors une marionnette qui est terminée à peu près en moyenne, il faut 3 semaines pour du morceau de bois jusqu'au final.
3 semaines, ouais, avec les articulations, le gros œuvre. Et c'est vous qui l'habillez aussi? Oui, oui, oui. Donc, avec mes petites machines, j'aime bien la couture. Et ça, c'est un métier aussi que j'ai abordé dans mes péripéties et mes périples à travers l'Europe et l'Afrique également. J'ai appris à coudre en Afrique. Change-toi, qu'on aurait tué cet d'un coup. Ah ben, c'est-à-dire que c'est toi ou c'est pas toi? Ah ben, j'ai pas compris. Est-ce que c'est lui qui en a tué cet d'un coup? Voilà, l'émission est terminée pour aujourd'hui. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus sur le plateau de l'Instant T. Nous, on se retrouve demain, même heure, pour une nouvelle émission. Et d'ici là, passez une excellente soirée sur TBO. Ciao.